Rojava est une petite ville azerbaïdjanaise située dans la région du Haut-Karabakh. Elle est nichée au cœur d'un des sites les plus pittoresques d'Azerbaïdjan. Les 7000 habitants de ce joli village y mènent une vie tranquille et sans histoire. Jusqu'à cette nuit du 25 au 26 février 1992. Quelques semaines auparavant, les exactions arméniennes avaient commencé à pousser les habitants du Haut-Karabakh vers l'exode. Des familles entières avaient été jetées sur les routes enneigées, en proie au froid et à la faim. Il ne reste plus qu'environ 3000 personnes à Khojaly au moment des faits. Alors que la population est encore endormie, les canons et les chars arméniens, soutenus par le 2e bataillon du 366e régiment de Russie, fondent sur la ville. Leurs obus meurtriers frappent, détruisent, tuent. Puis, venant de 3 directions différentes, des groupes armés, armés de fusils, armés de couteaux, assassinent, égorgent les habitants sans défense. Des survivants, dont des enfants, des femmes et des vieillards, tentent de fuir par les forêts en traversant les cols enneigés. Mais gelés et épuisés, ils sont rattrapés ou pris en embuscade, puis assassinés de sang-froid avec une cruauté indescriptible par les groupes armés arméniens. Le régiment russe était placé sous le commandement du major de l'armée arménienne, Ohanian Seyran, qui a d'ailleurs été ensuite nommé ministre de la Défense en 2008. Le chef d'état-major du 1er bataillon Chidichan Valéry et plus de 50 officiers et enseignes arméniens ont également participé à cette attaque. En arrivant sur les lieux de l'événement, par hélicoptère, le 28 février et le 1er mars, les journalistes locaux et étrangers sont témoins de scènes épouvantables. Des scalps, des cadavres ont été enlevés, leurs oreilles, membres, organes internes arrachés, leurs yeux crevés. Et comme si les blessures au couteau et par balles ne suffisaient pas, les tanks ont roulé sur les civils et d'autres ont été brûlés vifs. Les têtes de 4 Turcs Meshket et de 3 Azerbaïdjanais sont retrouvées sur une tombe arménienne où 2 autres Azerbaïdjanais gisent les yeux percés. L'enquête qui suivit révéla que les Arméniens mutilaient les ventres des femmes enceintes capturées à la baïonnette ou avec un couteau de soldat, puis jetaient leur nouveau-né en pâture à des chiens pour ensuite bourrer l'intérieur de la femme de cartouches, de chats, de serpents, de souris et de bien d'autres animaux pour finalement suturer leurs blessures et les regarder mourir dans d'atroces souffrances. Des scènes d'horreur jamais vues, ni même à Katyn, ni même à Oradour-sur-Glane. Au total, 613 civils furent ainsi massacrés, dont 106 femmes, 63 enfants, 70 vieillards. 1275 personnes furent ainsi prises en otage et aujourd'hui encore, le sort de 150 d'entre elles reste inconnu. Au total, 25 enfants se sont retrouvés orphelins, 130 ont perdu l'un de leurs parents et 487 personnes ont été blessées. Autour de Khojaly, 8 villages, 2495 maisons d'habitation, 31 installations industrielles, 15 installations agricoles, 20 établissements d'enseignement, 14 établissements de santé, 56 établissements culturels et 5 centres de communication ont été détruits. Les articles des journalistes étrangers de l'époque ont fait le tour du monde. Le pire dans cette histoire, c'est que les Arméniens ont tenté de propager la rumeur que c'étaient les Azerbaïdjanais eux-mêmes qui auraient abattu leurs propres compatriotes et qui auraient entravé l'évacuation de la population civile de la région. Mais les témoignages et les preuves étaient sans appel. Dans son arrêt du 22 avril 2010, la Cour européenne des droits de l'homme a relevé ce qui suit. Il apparaît que les rapports disponibles provenant des sources indépendantes indiquent qu'au moment de la prise de Khojaly, dans la nuit du 25 au 26 février 1992, des centaines de civils d'origine ethnique azerbaïdjanaise ont été tués, blessés
pris en otage alors qu'ils tentaient de fuir la ville conquise par des combattants arméniens qui attaquaient la ville. Human Rights Watch déclare dans un rapport: une grande partie de la population, accompagnée d'une bonne douzaine de combattants pour le repli, ont fui la ville à l'arrivée des troupes arméniennes. Lorsqu'ils se sont rapprochés de la frontière de l'Azerbaïdjan, ils ont dû passer devant un poste de contrôle arménien. Ils ont tous été tués avec cruauté. Les soldats arméniens ont assassiné des civils sans armes et des soldats hors de combat sans défense, et ils ont parfois même brûlé des maisons. Les auteurs de ce massacre ont avoué eux-mêmes publiquement leurs exactions. Markar Melkonian, le frère de l'activiste Monte Melkonian, raconte dans son livre My Brother's Road, An American Faithful Journey to Armenia, paru en 2005, comment les combattants des deux détachements militaires arméniens Arabo et Aramo ont massacré les paisibles habitants de Khojaly, et il relate avec force détail la façon dont les soldats arméniens rattrapaient les habitants qui fuyaient l'horreur et, je cite, dégainaient les couteaux qu'ils portaient à la ceinture depuis si longtemps et s'acharnaient à poignarder. La tragédie de Khojaly restera à jamais gravée dans la mémoire comme l'une des pages les plus atroces de l'histoire de l'Azerbaïdjan. Des crimes d'une barbarie sans nom, commis en toute impunité par des militaires arméniens. Pire, orchestrés et décidés par les autorités nationalistes au pouvoir en Arménie. En 2010-2018, les parlements de plusieurs pays ainsi que 23 États américains qualifieront officiellement ce massacre de carnage massif et de crime contre l'humanité. Le 26 janvier 2012, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe publie une déclaration condamnant le génocide de Khojaly et exhorte, je cite, d'autres organisations internationales à donner une qualification juridique à ces événements. Fait rarissime dans ce type d'exaction, le gouvernement arménien lui-même reconnaîtra sa culpabilité. Dans une interview donnée au journaliste Thomas de Waal, Serge Sarkissian, ministre de la Défense au moment des faits, qui deviendra par la suite le président de l'Arménie, fanfaronne. Je cite, « Avant Khojaly, les Azerbaïdjanais croyaient qu'ils pouvaient plaisanter avec nous et que le peuple arménien ne serait pas capable de lever la main contre la population civile. Nous avons pu briser ce stéréotype. » En réponse à la question du journaliste qui lui demande s'il regrette la mort de milliers de personnes, Sarkissian répond « Je ne regrette absolument rien, car de tels bouleversements sont nécessaires, même si des milliers de personnes doivent mourir. » Cette tuerie vaudra à Khojaly le nom de Oradour Surgan Azeri, en référence à l'assassinat des 643 habitants du village français par la division SS Das Reich en 1944. De ce massacre, que l'Arménie a reconnu, nous l'avons dit, naîtra pour les Azéris un traumatisme qui persiste encore aujourd'hui et qui est désormais commémoré les 26 février de chaque année. La chute de l'Union soviétique en 1991 et les indépendances qui ont suivi avaient suscité d'immenses espoirs au sein de la population azerbaïdjanaise. 70 ans de communisme avaient laissé le pays exsangue. L'économie, les structures industrielles étaient en ruine. Et l'Azerbaïdjan n'avait pratiquement pas d'armée, car les soviétiques avaient réduit celle-ci à sa plus simple expression, afin d'éviter toute possibilité de soulèvement contre leur mainmise sur les immenses ressources pétrolières du sous-sol azerbaïdjanais. Et les Arméniens ont profité de cette faiblesse pour envahir la région azerbaïdjanaise du Karabakh qu'ils convoitaient depuis de nombreuses années.
Auparavant, afin d'éviter toute mesure de réciprocité, ils avaient en 1988, 87-88, expulsé d'Arménie les 350 000 Azerbaïdjanais qui y vivaient depuis des décennies, et notamment dans la région d'Erevan, et ceci avec la complicité bienveillante du pouvoir soviétique qui voyait là l'opportunité d'affaiblir encore le pouvoir local et de le dissuader définitivement de contester son autorité. Ce nettoyage ethnique avait jeté sur les routes de l'exode des familles entières qui finirent par trouver refuge en République d'Azerbaïdjan. Dès 1992, les forces arméniennes s'emparèrent de la province du Haut-Karabakh en chassant une nouvelle fois les habitants. Ce sont au total 1 million de personnes qui ont été déportées. Les massacres de Khojaly avaient pour premier objectif de semer la terreur auprès des populations azerbaïdjanaises du Karabakh et de manière à les pousser à fuir. Mais en commettant ce carnage, les meurtriers avaient un autre objectif, un objectif stratégique, celui-là. En effet, Khojaly possédait le seul aéroport civil de la région, ce qui en faisait un important centre de communication. Détruire la ville ouvrait la voie à la prise de Choucha, la capitale historique et culturelle du Karabakh. Sa chute, hautement symbolique, marquerait évidemment la fin de la résistance et le début de l'occupation. Et dans les semaines qui suivront, un gouvernement arménien sera installé à Khankendi et n'ayant pas suffisamment d'effectifs pour peupler les villes vidées de leurs habitants, les forces arméniennes raseront celles-ci et détruiront tout ce qui pourrait rappeler qu'ici vivaient des Azerbaïdjanais. Comme je l'ai dit, la communauté internationale a été horrifiée par ce carnage. Et même si l'utilisation du terme génocide pour qualifier les événements de Khojaly n'a pas été retenue par les Nations Unies, le Conseil de sécurité a adopté en 1993 la résolution 874 où il est fait allusion à des violations du droit humanitaire international. Tout ça, ça n'a pas empêché les forces arméniennes de procéder à l'occupation du Karabakh. Et évidemment, ça a été dénoncé par la suite par les Nations Unies. En 1993, 4 résolutions du Conseil de sécurité, des résolutions 822, 853, 874 et 884, ont réaffirmé la souveraineté de l'Azerbaïdjan sur le Karabakh et ont exigé le retrait immédiat des forces arméniennes d'occupation. Ce fut peine perdue, car malgré les décisions de l'ONU et l'intervention du groupe de Minsk, l'Arménie a poursuivi sa politique d'occupation du cinquième du territoire de l'Azerbaïdjan. Le nouveau gouvernement azerbaïdjanais, mené par Haïdar Aliyev, constatant l'impossibilité momentanée d'intervenir militairement pour libérer son territoire, pour les raisons que je viens d'évoquer, a préféré tenter la solution du dialogue et de la négociation. Mais l'Arménie, sûre de sa puissance, a fait la sourde oreille à cette approche et le monde occidental a fini par accepter cette situation comme un fait accompli, même si aucun pays, pas même l'Arménie, n'a voulu reconnaître la, entre guillemets, République du Haut-Karabakh, autoproclamée par ses occupants. Sauf que la stratégie de Haïdar Aliyev, puis de son successeur Ilham Aliyev, a été d'une redoutable efficacité. Les deux présidents ont mis à profit cette période de statu quo apparent, pour réindustrialiser le pays et reconstituer année après année son armée, qui, notamment à travers d'habiles alliances tactiques, est devenue l'une des meilleures de la région. Ceci a permis à l'Azerbaïdjan, après un ultime refus de dialogue des Arméniens et la faillite du groupe de Minsk, de lancer une guerre éclair qui a permis en 44 jours d'expulser les forces occupantes.
Oui, une position absurde, quand on sait que les seuls nettoyages ethniques sont ceux qu'ont commis les Arméniens en 1988 et 1992, et que le départ des civils arméniens de Khankendi a été organisé souvent sous la contrainte par les milices arméniennes elles-mêmes. Depuis le début du conflit, Paris a eu une position ouvertement pro-arménienne, rompant ainsi avec la posture d'équilibre qu'elle se devait d'avoir en sa qualité de coprésidente du groupe de Minsk. Bien que le président Macron ait salué en juin 2020 l'excellence des relations entre la France et l'Azerbaïdjan et sa longue histoire depuis la présidence Mitterrand, le Sénat, le 25 novembre de la même année, a adopté une résolution appelant à reconnaître la soi-disant République d'Artsakh. Une position totalement surréaliste, puisque, une fois encore, cette République fantôme n'a été reconnue par personne, même pas par l'Arménie. Alors pourquoi dès lors ne pas reconnaître au moins le massacre de Khojaly, puisque même Erevan l'a fait en son temps. Ce déni apparaît étonnamment incohérent au moment où la communauté internationale se mobilise justement pour dénoncer les atteintes à l'inviolabilité des frontières, au droit à l'intégrité territoriale en Ukraine. Ce droit, lui, est toujours nié à l'Azerbaïdjan par, il faut dire, une partie importante de la classe politique française. Le 26 février 2022, les Azerbaïdjanais de France ont décidé d'écrire une lettre ouverte à M. Emmanuel Macron, président de la République française, pour que soit reconnu le crime de Khojaly et que ses victimes soient enfin ici honorées. Bien, cet appel est resté lettre morte. La raison en est simple. La France est le pays qui, proportionnellement, possède la plus importante communauté arménienne au monde. On l'évalue à 800 000 personnes, concentrées sur les trois métropoles majeures du pays, Paris, Marseille et Lyon, et son influence politique et électorale est évidemment considérable. Cette diaspora n'est pas réellement liée à la République d'Arménie. La plupart des Arméniens français n'y ont d'ailleurs jamais mis les pieds. Et ils sont, il faut le dire, ils sont nullement préoccupés par la situation, les réalités et le sort de la population arménienne du Caucase. Elle est issue de l'arrivée massive des Arméniens ayant quitté la Turquie après les événements de 1915. Ils sont parfaitement intégrés à la société française et cette communauté a cherché à éviter l'effacement par assimilation en se forgeant une identité à travers un nationalisme exacerbé et artificiel. Mais au fil des années, le sommeil a fini par gagner cette communauté qui, au début des années 80, était très très fortement divisée. Et ceci jusqu'à ce que les attentats d'Orly de 1983 ne commencent à la réveiller. Alors on a assisté à ce moment-là à des demandes de reconnaissance de ce qu'ils ont appelé le génocide arménien. Ces demandes n'ont d'ailleurs pas rencontré auprès des pouvoirs publics de l'époque et de l'opinion l'enthousiasme qu'ils espéraient. Mais les éléments les plus radicaux de la diaspora ont trouvé dans la guerre de 2020 une nouvelle opportunité de réveiller pour de bon la fibre nationaliste arménienne. Très vite, la communauté s'est composée un récit, on va dire, en particulier avec l'aide de puissants donateurs comme la Fondation Gulbenkian, qui a financé des livres de soi-disant historiens, lesquels ont présenté le Karabakh comme la terre ancestrale et multimillénaire des Arméniens. Donc, on sait que tout ça n'est pas vrai. L'arrivée massive des Arméniens s'est opérée sous l'impulsion de la Russie tsariste au XIXe siècle. Et malgré cela, la communauté arménienne ne représentait au début du XXe siècle que 20% de la population du Karabakh. Une population cantonnée dans des quartiers
comme à Choucha ou à Khankendi, ainsi d'ailleurs qu'en attestent les statistiques russes et les observations des voyageurs comme par exemple Alexandre Dumas. Mais cela a donné de l'eau au moulin à la diaspora et à des politiques français soucieux de légitimer leur soutien aux indépendantistes du Karabakh. Alors pourquoi ce soutien? Eh bien, pour des raisons électorales, on l'a dit, mais aussi parce que l'extrême droite française, dont l'influence grandit, notamment grâce à la politique d'indulgence du pouvoir, a trouvé là un moyen de soutenir un pays soi-disant chrétien contre un pays présenté comme musulman. Alors, c'est doublement absurde, puisque d'une part, l'Azerbaïdjan est un pays laïque et que d'autre part, les milices arméniennes s'en sont également prises aux chrétiens d'Azerbaïdjan. Par ailleurs, ces milices ne venaient pas d'Arménie, mais étaient issues de la diaspora du Liban qui s'est alliée non pas avec les chrétiens du Liban, mais avec les combattants palestiniens avec lesquels ils se sont entraînés à la guérilla. Quant à la presse française, elle a suivi le fameux conseil du film L'homme qui tua Liberty Valance de John Ford. Quand la légende est plus belle que la réalité, on imprime la légende. Toutefois, la partie la plus extrémiste de la diaspora, et tous les Arméniens, heureusement, n'en font pas partie, ainsi que les politiciens qui croient pouvoir instrumentaliser le malheur des autres, vont devoir se rendre à l'évidence, la situation évolue. Le Premier ministre arménien a parfaitement compris la menace que faisaient peser sur la République elle-même les milices indépendantistes qu'il veut désormais neutraliser et souhaite maintenant renouer des relations pacifiques avec l'Azerbaïdjan, la Turquie et l'ensemble de ses voisins. Les accords du 8 août 2025 entre Nicole Pachinian et Ilham Aliyev en présence de Donald Trump, évidemment, change la donne et va conduire certainement à un équilibre régional bénéfique à tous. Il reste que le pardon, le souhait de tourner la page ne signifie pas l'oubli et que les Azerbaïdjanais garderont à tout jamais la mémoire des martyrs de Rojava et garderont la mémoire des 35 000 morts des guerres du Karabakh.